Alors aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez... Vertigineux. La proposition de fonder une discipline scientifique entièrement nouvelle. Elle s'appelle la sociogonie et elle a été pensée par un certain Safa Kachmas. Oui, et pour cette exploration, nos sources sont assez particulières. On a un manifeste, des extraits de texte et même le plan d'une vidéo. C'est ça. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est de saisir la question fondamentale, et franchement un peu folle, que pose cette sociogonie. Ce n'est plus la question classique. Non, on ne se demande plus comment la société fonctionne ou comment on la gère. On remonte bien plus loin. À la question originelle, comment est-ce qu'une société naît ? Exactement. C'est une tentative de revenir à l'acte de naissance du social avant même tous les concepts qu'on croit évidents. C'est une ambition qui est démesurée et les textes le revendiquent complètement. Ce n'est pas présenté comme une énième théorie. Non, pas du tout. Dès le début, c'est annoncé comme une rupture scientifique fondatrice. Et l'auteur insiste sur un point. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est le résultat d'une vie de travail. On sent le poids de cette quête, oui. Bon, justement, commençons par cette rupture. Allons-y. Les documents sont très clairs. La sociogonie, ce n'est pas une continuation de Marx, Weber ou Durkheim. Elle se positionne carrément en face d'eux. Oui. Pourquoi une opposition aussi frontale ? Qu'est-ce qu'on leur reproche au fond ? En fait, ce qui est fascinant, c'est que le reproche est d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire ? D'après Kachmaz, toute la sociologie classique, sans exception, commet la même erreur. Une erreur de départ. Laquelle ? Présuppose que la société existe déjà. C'est tout. Elle arrive sur les lieux, si on veut, après que tout ait eu lieu. D'accord. Et là, elle se met à analyser ce qu'elle trouve. Marx regarde les conflits de classe, Weber le sens de l'action, la bureaucratie, Durkheim les faits sociaux. Mais ils analysent tous une machine qui tourne déjà. Ils arrivent dans la salle des machines, décrivent les engrenages, mais ils ne se demandent pas qui a construit la machine et pourquoi. Voilà, c'est exactement ça. Et la sociogonie refuse de commencer l'analyse ici. Elle veut remonter le temps. À un moment zéro. Un moment zéro théorique, oui. Un moment où il n'y a pas encore de société, juste des humains qui coexistent. Et la question devient ? Quel est l'événement, l'acte fondateur qui transforme cette coexistence en une véritable société faite ? On ne cherche plus à analyser une structure, mais à comprendre l'étincelle de sa création. C'est un changement total de perspective, quoi. D'accord, je vois le projet. Mais alors, si on part de ce moment zéro et qu'on met de côté les individus comme briques de base, Ce que les textes font, oui. alors de quoi est faite une société à sa naissance ? Et c'est là qu'on tombe sur ce concept, qui semble être la clé de voûte de tout le système, le toplumbirim. Absolument. C'est un terme turc et toute traduction est une trahison, mais On peut essayer ? on pourrait dire unité sociétale. C'est la véritable cellule souche de la société. Et le point crucial, c'est que cette cellule n'est pas l'individu. Alors c'est quoi ? Pour comprendre, imaginez un groupe de gens qui survivent à un naufrage sur une île déserte. Au début, ce n'est pas un toplombirim. C'est juste une foule. Une foule, un agrégat. Ils sont ensemble par accident, mais il n'y a pas encore de règles communes, pas de structure. D'accord. Le moment où ils deviennent un toplumbirim, c'est le moment où ils s'assoient et se mettent d'accord. Sur des règles qu'ils fondent eux-mêmes. Sur quoi par exemple ? Sur comment partager la nourriture, comment former des couples, comment s'occuper des enfants qui pourraient naître. C'est cet acte de création de règles internes qui transforme la foule en société. Donc le toplumbirim, c'est la plus petite unité sociale qui s'est dotée de son propre ordre. C'est ça. Et c'est pour ça que l'auteur dit qu'il précède l'individu. Ce ne sont plus des individus libres qui se regroupent, ce sont les règles du groupe qui définissent ce que chaque individu peut ou ne peut pas faire. L'ordre crée le membre et non l'inverse. Exactement. Et cet accord, cet acte de création de règles, c'est ce que les textes appellent l'alliance interne. C'est bien ça. Oui. Ça me frappe parce que beaucoup de théories, de Hobbes à d'autres, voient la société naître de la peur, d'une alliance contre un ennemi extérieur. C'est un autre point de rupture majeur. Ici, l'idée est complètement inversée. La société ne naît pas d'une alliance contre quelque chose. Mais pour quelque chose. Voilà. Pour la création de cet ordre interne. C'est un projet commun, positif. Les textes sont très clairs. Sans cette alliance interne, rien d'autre ne peut exister. Pas d'État, pas d'économie, pas de religion. Tout ça, ce sont des conséquences, des développements qui viennent après. L'acte premier, c'est la décision de faire société ensemble. D'accord, là ça devient vraiment concret.
Parce que les sources ne se contentent pas de parler d'une vague alliance. Non, pas du tout. Elles décrivent avec une précision quasi technique l'objet de ce contrat. On n'est pas dans le contrat social un peu philosophique là. On est dans le cœur du réacteur. C'est ce qu'ils nomment un ordre fondateur triple. Et qu'est-ce que c'est? Cette alliance interne, elle n'a rien d'abstrait. Pour que le Toblum Birim existe, pour que la société naisse, l'accord doit obligatoirement et simultanément réguler 3 domaines. Lesquels? Premièrement, le partage de la nourriture et de la boisson, qui mange quoi, quand et comment. Logique. Vital. Deuxièmement, des règles claires qui encadrent les relations corporelles et sexuelles. Qui peut avoir des relations avec qui? D'accord. Et troisièmement, le partage des enfants, ceux qui sont nés et ceux qui vont naître. À qui appartiennent-ils? Qui les élève? Attends, c'est radical ce que tu dis. Ça veut dire que si un seul de ces 3 piliers manque, ce n'est pas une société? D'après cette théorie, non, Même si les gens ont une langue, une culture, vivent ensemble depuis des siècles? non. Les textes sont formels. S'il manque un pilier, on a peut-être une cohabitation, un groupe, mais pas une société au sens de la sociogonie. C'est un package. C'est un système interdépendant, oui. On ne peut pas avoir l'un sans les autres. Réguler la nourriture sans réguler les naissances, ça mène au chaos. Réguler le sexe sans s'accorder sur les ressources est tout aussi instable. Et ça explique pourquoi les textes insistent tant sur la place de l'enfant. C'est une idée qui revient sans cesse, presque comme une obsession. Oui, parce que l'enfant change complètement de statut dans cette perspective. Il n'est pas juste un résultat biologique. Il est plus que ça. Il est l'incarnation physique du contrat, la preuve vivante que l'alliance se projette dans le futur. Il est le porteur de la continuité de l'accord. C'est puissant comme idée. C'est pour ça qu'une phrase est martelée dans les sources feuilles. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de société. L'enfant ancre le contrat dans le temps. Bon, si on accepte cette base, une société qui naît d'un accord sur la nourriture, le sexe et les enfants, ça doit forcément dynamiter notre vision de tout le reste. Ah oui, complètement. Des concepts comme la religion, l'économie, l'histoire, tout doit être réinterprété. Commençons par la religion. Comment on passe de règles sur la nourriture à Dieu? Eh bien, la réinterprétation est totale. D'après ce cadre, la religion, dans sa forme la plus primitive, n'est pas un système de croyance au surnaturel. Ce n'est pas une affaire de foi? Non, c'est le système d'exploitation. Le langage technique qui permet d'enregistrer, de sacraliser et de transmettre ce fameux contrat triple. La religion serait une sorte de technologie sociale. C'est l'idée, oui. Le concept même de sacré est redéfini. Le sacré, ce n'est pas une divinité lointaine, c'est l'accord social lui-même, qu'on déclare intouchable pour assurer sa pérennité. Et les rituels, les interdits? Ce sont des outils. Le calendrier sacré organise le partage de la nourriture. Les rituels de mariage officialisent les alliances sexuelles. Les interdits protègent les frontières de l'alliance. Du coup, le temple, dans cette logique, ce n'est plus la maison de Dieu. Exactement. Le temple, à son origine, n'est pas un lieu de culte. C'est le premier centre administratif et logistique de la société. Un entrepôt, quoi. C'est l'entrepôt où on stocke la nourriture, oui. C'est le bureau d'état civil où on enregistre les naissances et les unions. C'est un peu une combinaison entre une banque alimentaire, une mairie et un notaire, quoi. L'appareil technique qui fait tourner la société. Bien avant d'être un lieu de prière. C'est une perspective fascinante. Et si la religion est l'appareil de gestion, qu'est-ce que ça implique pour l'économie? Pour la monnaie? Les textes disent que Marx est passé à côté de l'essentiel. C'est une sacrée affirmation. L'argument est que Marx a fait la même erreur que les autres sociologues. Il a commencé son analyse trop tard. Pour lui, l'économie commence avec la marchandise. Alors que pour la sociogonie, L'économie commence avec la confiance, qui est le produit direct de l'alliance interne. Sans la confiance que les règles du partage seront respectées, aucun échange durable n'est possible. et la monnaie dans tout ça. La monnaie, du coup, c'est de la confiance matérialisée. Un jeton qui dit « Je fais partie de l'Alliance, tu peux échanger avec moi en toute sécurité ». C'est exactement ça. C'est un outil qui porte en lui la garantie de l'accord social, il facilite les échanges qui sont prévus par l'alliance. Cette logique de règles techniques s'applique donc à tout, même à des choses qu'on perçoit comme moraux, comme l'interdit de l'inceste. Précisément, l'interdit de l'inceste, les formes de mariage, l'héritage, tout ça est sorti du domaine de la morale ou de la biologie, ce sont des dispositifs techniques. Comment ça allait?
L'interdit de l'inceste, par exemple, n'est pas vu comme une règle naturelle. C'est une technologie sociale très puissante pour définir les frontières de son propre groupe et forcer la création d'alliances avec d'autres. On doit chercher des partenaires ailleurs. Voilà, le mariage n'est pas une affaire de sentiments, c'est un traité d'alliance. L'héritage, c'est le mécanisme qui assure que l'ordre se perpétue. On voit comment tout s'emboîte. C'est une vision du monde incroyablement cohérente. Et ça doit logiquement redéfinir l'histoire, avec un grand H. Complètement. L'histoire, ce n'est plus l'histoire des rois, des batailles. Non, si on connecte tout ça, l'histoire devient le récit d'un processus très spécifique. Lequel? Le processus de formation, de rupture et de renégociation de ces alliances fondatrices. L'histoire, c'est le récit de la façon dont les règles sur la nourriture, le sexe et les enfants sont appliquées, violées, puis renégociées entre différents Toplan Birim. Les guerres, la politique, Ne sont que des conséquences, des conséquences visibles de ces négociations fondamentales. pas leur cause première. L'histoire des civilisations, c'est l'histoire de leurs contrats sociaux. Pour résumer, ce qu'on a exploré est une proposition qui force à tout repenser. La sociogonie nous demande d'arrêter de regarder la société comme un objet fini. Comme un fait accompli. C'est ça, elle nous invite plutôt à chercher son acte de naissance, sa genèse, dans ces pactes qui régulent les aspects les plus basiques de nos vies. C'est un appel à voir l'histoire différemment. Oui, non pas comme une succession de dates, mais comme le processus permanent de création des règles qui font de nous une société. C'est un changement de paradigme complet, et les textes l'assument. L'objectif n'est pas de corriger les théories existantes, c'est de dire que les fondations des sciences sociales sont peut-être les mauvaises. C'est une remise en cause radicale. Une phrase finale des sources résume parfaitement l'ambition, et elle est assez vertigineuse. Laquelle? La sociogonie n'explique pas la société, elle la fonde. Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Si les règles fondamentales de toute société, depuis toujours, concernent le partage de la nourriture, des corps et des enfants, comment nos alliances modernes, mondialisées, numériques, ont-elles redéfini ces trois domaines? Et surtout, est-ce que nos nouvelles règles sont seulement stables? C'est une question ouverte.